sont les chiens tueurs au banc des accusés? Figurent en bonne place les chiens errants. Mais sont-ils vraiment ces dévoreurs de bétail que l'on jette en pâture? La réponse dans l'enquête de Linda Kayarsi. Et la collecte de la banque alimentaire du week-end dernier n'a pas connu un franc succès. Les Guadeloupéens sont-ils devenus moins généreux ou étaient-ils tous devant les matchs de l'Euro? Développement dans cette édition. Et la Saint-Jean est un moment propice à la plantation d'arbres et de fleurs. Le centre de formation des apprentis de Lamentin a démarré son week-end d'initiation à la nature avec des élèves. Le reportage d'Isabelle Hameau dans ce journal. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Après avoir évoqué les dégâts occasionnés par les chiens errants sur le cheptel des éleveurs de la Guadeloupe, nous avons souhaité en savoir plus sur cette problématique qui provoque la colère des éleveurs. Qui sont ces chiens tueurs? Le reportage de Linda Kayarsi. Les chiens errants et les cheptels, une histoire vieille de plusieurs années. Et pour mieux comprendre, il faut déjà éclaircir une notion, celle de chien errant. Aujourd'hui, les éleveurs le savent très bien puisqu'ils voient les meutes attaquer leurs troupeaux. Ce sont plus des chiens de propriétaires en divagation que des chiens errants faméliques comme on pouvait en voir des meutes il y a encore une quinzaine d'années. C'est pas pour se nourrir que les animaux attaquent, c'est par jeu. Ce sont des meutes qui agissent souvent en fin de journée ou la nuit. Pourquoi? Les chiens sont attachés la journée, ce qu'on comprend, et le soir on les lâche. Et le chien va driver, ça paraît normal pour tout le monde. Sauf que des chiens qui drivent se regroupent en meute et vont faire le rodéo dans les pâtures et font des ravages à l'élevage. Aujourd'hui, pour ce vétérinaire, les chiens en état de divagation ne sont pas les seuls responsables. Le problème, la solution est en chacun de nous. C'est un problème de société, ce n'est pas un problème animal. Maîtriser la reproduction, faire identifier son animal, et on ne laisse pas son chien divaguer tout seul dans la rue sans s'en occuper, parce que forcément il y a des problèmes derrière. Et puis quand on voit son voisin qui le fait, on va le voir et on lui explique que ça pose des problèmes. Pour résoudre cette problématique qui enflamme les éleveurs, des campagnes de communication ont été menées et un plan départemental de gestion de chiens errants a été mis en place, avec notamment la mise aux normes de fourrières, la construction de refuges et sans oublier des campagnes de stérilisation. C'est des actions qui se sont arrêtées au bout de 5 ans comme c'était prévu. On est en train aujourd'hui de travailler avec tous les acteurs du sujet pour faire déjà un petit peu le bilan de ce qui a été fait et puis reproposer un nouveau plan à la région Guadeloupe qui a beaucoup travaillé. Il y a des gens très performants qui connaissent parfaitement les dossiers pour voir comment on peut mettre à jour et relancer des actions pour que tout ce qu'on a fait depuis 15 ans ne tombe pas aux oubliettes et ne s'arrête pas. Reste maintenant à connaître dans les semaines et les mois à venir le dénouement d'une histoire vieille de plus de 30 ans, des chiens en état de divagation et les cheptels. Et la semaine consacrée à la lutte contre la drépanocytose se poursuit. Aujourd'hui, le CHU de Pointe-à-Pitre a mis en place un stand d'information au centre commercial d'Estreland de Bemao. L'objectif, inciter les Guadeloupéens à se faire dépister. Moïse Dexter, Sarah Descamps. Le temps d'une journée, quelques drapeaux ont été dressés dans ce centre commercial pour sensibiliser la population sur la drépanocytose, une maladie très répandue en Guadeloupe. Nous essayons d'informer, de sensibiliser les personnes à la drépanocytose. Alors en leur donnant des informations concernant déjà depuis le dépistage, comment il peut être fait, la connaissance sur leur hémoglobine, qui peut, surtout pour les jeunes, pour leur permettre de savoir un petit peu, la connaissance de leur hémoglobine peut définir après le fait d'avoir un enfant drépanocytaire ou pas. Une sensibilisation qui a son effet positif. Quand on pose la question aux passants, la maladie ne leur est pas inconnue. Je sais qu'on peut être porteur du gène sans avoir pour autant la maladie. Et on peut transmettre ce gène et du coup, notre descendance peut être atteinte de cette maladie. Se faire dépister et informer au plus grand nombre sont les principaux objectifs de l'association Drépano d'Ubud depuis maintenant 15 ans. Elle se rendra demain dans d'autres centres commerciaux, aux Abîmes. Et la Banque alimentaire a procédé le week-end dernier à sa grande collecte annuelle. Les organisateurs dressent un bilan plutôt mitigé pour ce dernier appel aux dons. Le reportage est signé Linda Kayarsi. Les Guadeloupéens ont une nouvelle fois démontré qu'ils étaient généreux. Pourtant, le bilan est bien loin des 48 tonnes de denrées collectées l'an dernier. Nous espérions dépasser ce tonnage. Malheureusement, je peux dire compte tenu de l'Euro et l'équipe de France jouait le vendredi après-midi, ce qui a déserté les grands magasins.
Et donc, aujourd'hui, ce matin, on peut annoncer le chiffre de 33 tonnes. La mobilisation des gilets oranges, bénévoles sur les points de collecte, n'a cependant pas été vaine, et ce même si ces derniers sont moins nombreux. On a eu une baisse au niveau de nos bénévoles. Généralement, nous bénéficions de l'aide de 300 personnes, mais là, on a eu à peine 250 au maximum. Je lance un appel véritablement pour que les personnes qui sont disponibles nous donnent un peu de leur temps pour permettre que les denrées rentrent, qu'ils nous donnent un coup de main. Les denrées récoltées pour la collecte régionale le week-end dernier vont permettre de compléter les stocks ainsi que ceux des partenaires de la Banque alimentaire de Guadeloupe. La Banque alimentaire de Guadeloupe vous donne d'ores et déjà rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour aider les personnes en précarité alimentaire. Et si vous souhaitez rejoindre ces bénévoles, vous pouvez contacter la Banque alimentaire au 0 590 32 70 88. Autre titre de l'actualité, une délégation cubaine est de passage en Guadeloupe à l'initiative de l'association Cuba Coopération Guadeloupe. Henri Bistoquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette association. Oui, enfin le président, mais surtout un des animateurs avec tellement d'autres amis qui peuvent être présidents aussi quelque part, mais c'est surtout une volonté de faire ensemble avec des gens qui étaient un peu éparpillés, qui faisaient des choses dans la Caraïbe, dans tous les domaines, la musique, la danse, la littérature, le théâtre, les arts plastiques. Donc on a mis ensemble nos envies, nos désirs et nos rêves. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors ce n'est pas courant la visite d'un ambassadeur de Cuba en Guadeloupe, puisque c'est ce que vous avez permis à travers cette délégation de faire venir l'ambassadeur de Cuba en Guadeloupe. Cette décision, est-ce qu'elle s'inscrit dans un processus de dégel actuellement en cours avec les pays occidentaux, notamment les États-Unis? Alors le dégel est un accélérateur peut-être, mais enfin nous sommes Cuba Coopération Guadeloupe depuis 3 mois, faisant partie d'un réseau qui existe depuis 20 ans. Et qui a fait de la coopération avec Cuba à un moment où peut-être ce n'était pas, si vous voulez, politiquement très, très bien vu, notamment en Europe, avec les relations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce changement d'attitude, de posture, notamment des Américains, est de nature à interroger et interpeller. Donc tant mieux pour nous. Et nous avions annoncé il y a 3 mois, oui, lors de notre Assemblée générale constitutive, que notre première action aurait été de faire venir l'ambassadeur pour leur parler de nos projets. Mais il ne vient pas seul, il vient aussi avec un illustre, une légende vivante qui s'appelle Javier Sotomayor, que tout le monde connaît, enfin, je pense, c'est de certain âge, champion du monde, champion olympique, recordman du monde de saut en hauteur, 2,45 m. Et il y a aussi un de vos collègues, Julio Acanda, journaliste qui est justement extrêmement célèbre à Cuba, mais aussi dans le monde, parce qu'il fait des reportages dans tout le monde. Et il vient faire une chronique sur la Guadeloupe. Il restera un peu plus longtemps que les autres. Il partira jeudi. Donc voilà, nous invitons tous les Guadeloupéens à lui accorder le meilleur accueil, puisqu'il va faire des sujets sur l'environnement, sur la Guadeloupe, sur la culture, sur la musique. Et justement, quels sont les domaines dans lesquels la coopération avec la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane peut-elle se développer? Ben déjà, la majorité de nos membres elle vient du milieu artistique, du milieu culturel. Donc nous avons énormément à apprendre et à apprendre des Cubains. Et le premier projet qu'on va réaliser, c'est une résidence musicale de 3 mois avec 13 musiciens cubains, 17 musiciens guadeloupéens, un arrangeur cubain, un chef d'orchestre guadeloupéen et une visite du répertoire des grands standards de la Biguine, parce que la Biguine, c'est un peu notre carré-sol, notre carré magique, et avec aussi la visite du répertoire cubain classique. Et on verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça va donner un nouveau son, peut-être que ça va faire évoluer la salsa et le zouk et la Biguine, et nous propulser peut-être demain dans le monde, quoi. Cuba est un pays reconnu pour la qualité de son enseignement en médecine. Nous vivons sous le même climat. Est-ce qu'on peut envisager une coopération également dans ce domaine? Alors, fondamentalement, ça fait partie des envies déjà de son Excellence l'ambassadeur. Ça fait partie aussi des interrogations d'une association qui est complice avec nous, qui s'appelle Les Amis de Cuba. Il faut savoir aujourd'hui que ces volontés existent de faire passer le savoir-faire cubain et l'image aussi de l'éducation à Cuba en Guadeloupe. Donc ça va être traité régulièrement à tous les niveaux, dans toutes les instances. Mais pour revenir
la visite de l'ambassadeur. C'est la première fois qu'un ambassadeur vient à Guadeloupe. Les Cubains sont actuellement avec lui dans une réunion à la médiathèque du Gosier. Et justement, ils sont extrêmement heureux enfin de parler à leur ambassadeur et de leur exposer leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies. Et en toute modestie, ils sont extrêmement contents de notre initiative, d'avoir permis justement... donc ils ont envie aussi maintenant d'adhérer à notre institution Guadeloupe Coopération Cuba pour développer justement le gagnant-gagnant. C'est ce qu'on a un peu expliqué ce matin en région, avec la rencontre qu'on a eue avec Mme Panchard, M. Brédan, M. Servat et M. Chalus. C'est ce qu'on a expliqué également à la préfecture, qui nous a reçus ce matin. Et demain, nous serons au département à voir les traces de l'esclavage, les traces de l'esclave, la route de l'esclave, avec le département. Est-ce que l'île de Cuba, qui s'est d'ailleurs réconciliée avec les États-Unis récemment, est désormais ouverte justement aux investisseurs étrangers? Oui, parce que, enfin, on n'investit pas à Cuba par sa simple volonté, son simple désir. Le gouvernement cubain a fait un choix de secteurs dans lesquels il a besoin d'investissement. Et il faut rentrer, donc déjà, il faut répondre à ce qu'on appelle des appels d'offres. Et alors la question, oui, il y a des secteurs où nos chefs d'entreprise sont censés être concernés. D'ailleurs, c'est parce qu'ils se sont sentis concernés qu'ils nous ont permis de financer ce séjour. Parce qu'on n'a pas financé comme ça uniquement avec nos fonds propres, même si on a mis chacun a mis un peu de sa poche. Mais il y a des chefs d'entreprise qui se sont mobilisés pour justement, quels seraient les secteurs qui pourraient intéresser les investisseurs guadeloupéens? Déjà les réparations, déjà l'hôtellerie, déjà, comment dirais-je, les opérations de manutention. Voilà, c'est l'élevage aussi, l'agriculture. Donc ça fait partie des secteurs et des discussions qui vont avoir, notamment demain, lors du grand dîner de gala qui aura lieu demain soir. Et j'annonce déjà que nous sommes entièrement complets. Donc ça aussi, c'est une marque du désir cubain que nous portons en nous. Déjà, nous aimons danser la salsa, etc. Mais nous nous sentons vraiment de plus en plus frères. Et même si le dégel des relations ne veut pas dire que le blocus est disparu. Donc il faut y aller aussi avec prudence. Beaucoup considèrent le régime cubain comme devant faire encore des efforts sur le plan des droits de l'homme. Est-ce que les responsables politiques, l'ambassadeur, ils entendent ce discours? Alors moi, je ne parle pas de ça avec eux, parce que je dis, si on met une chose dans la balance, il faut tout mettre dans la balance. Notamment, justement, vous avez abordé la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la culture, la question de l'identité. Donc, nous voulons coopérer avec Cuba sur ces valeurs fortes dont nous avons énormément à prendre. Donc, nous laissons aux politiques le soin de parler politique et nous laissons aux acteurs culturels dont je me revendique, puisque nous espérons que beaucoup de nos œuvres soient traduites en espagnol. Je signale également qu'avec les éditions Nègre Marron, nous avons déjà des livres qui sont à la maison Victor Hugo, qui a été rénovée à Cuba par justement l'intervention de Cuba Coopération France. Donc voilà, donc nous restons dans le domaine culturel de la coopération et nous laissons politiques ce soin de développer querelles, polémiques ou ambitions. Henri Bustoquet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. 500 Martiniquaises ont porté plainte l'an dernier pour des cas de violence conjugale, un véritable problème de société que l'État a décidé de prendre à bras-le-corps. L'outil proposé pour éviter le pire, un téléphone portable, le simple appui sur un bouton, déclenchera ainsi directement l'appel au secours. On regarde les explications de Frédéric Mazy d'ATV Martinique. Il faut simplement qu'elle appuie sur ce bouton d'assistance. Un appui sur ce bouton d'alerte et une vie pourrait être sauvée. Une dizaine de téléphones comme celui-ci vont être distribués dès le mois prochain à des personnes en situation de grave danger. La personne appuie directement sur le bouton d'alerte. Ce bouton d'alerte, elle appuie de manière forte ou en 3 coups. Et après, la séquence d'appel démarre et arrive en même temps un appel sur la téléassistance et un SMS qui signale qu'elle a besoin d'assistance. Les secours et forces de l'ordre seront contactés. Ce système a permis depuis sa mise en place en 2015 au niveau national de sauver plus de 100 vies. Ce dispositif d'urgence permettra de mettre à l'abri des personnes en grand danger, comme les femmes victimes de violences conjugales.
Les acteurs sociaux et la justice signaleront les personnes les plus exposées. Il pourra y avoir par exemple un juge aux affaires familiales qui va pouvoir indiquer qu'il y a une situation de danger. Ça pourrait être le tribunal correctionnel après une condamnation d'un auteur de violence qui pourra dire « attention, cette victime est en risque de grand danger ». Ce sont les services sociaux qui pourront venir nous signaler, la gendarmerie, la police, l'ALEFPA qui est un de nos partenaires, qui nous signaleront. Donc il y aura une analyse individualisée d'un dossier à chaque fois, il y aura une analyse de la situation. Le projet est financé par le ministère de la Justice, l'opérateur Orange, mais également l'association l'ALEFPA. C'est d'ailleurs cet organisme qui accompagnera au quotidien les personnes qui auront déclenché le bouton d'alerte. La mission essentielle de l'ALEFPA que d'accompagner les femmes victimes de violences dans leur parcours afin qu'elles se défendent, afin qu'elles puissent retrouver à terme une certaine sérénité, donc l'accompagner dans tous les instants de la vie quotidienne. Donc l'hébergement, une resocialisation, la prise en charge des enfants. Un outil qui paraît nécessaire. En 2015, 500 femmes ont porté plainte pour violences conjugales en Martinique, mais 90% des personnes dans cette situation restent isolées et ne se déplacent pas au commissariat. Et nous partons maintenant en Guyane. Baptême de l'air en hélicoptère a été offert à quelques écoliers de Rémire-Montjoly. Une opportunité possible grâce au programme Mon Euro 2016. On regarde ensemble le reportage de Jonathan Lariot. La vue du ciel est magnifique. La ville de Cayenne et ses alentours dévoilent leur beauté devant des yeux bien curieux. Aux premières loges, les petits héros de l'école Jules Minidoc partis pour l'Euro il y a peu. Une escapade pas comme les autres, venue récompenser une année scolaire pleine d'efforts. Ce baptême de l'air est un sujet d'excitation pour ces jeunes. Ça va être super cool! Parce qu'on va aller dans un hélicoptère et en plus ce sera gratuit parce que moi c'est la première fois que je vais y aller. Et le mieux que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent où ils veulent aller. On va aller à Rémire-Montjoly, tout survolé là. Direction de l'hélicoptère et l'aventure commence. Voler par-dessus la ville de Cayenne et traverser le ciel à la recherche des coins connus depuis la Terre est un jeu qui en ravit plus d'un. J'ai vu de belles choses, j'ai vu le stade Edmar-Lama, j'ai vu l'école Jules Minidoc, on a vu la route des plages, on a vu le port de Cayenne. Ils sont une vingtaine aujourd'hui à monter pour la première fois en hélicoptère, un privilège qu'ils ont su gagner. C'est magique parce que vous avez l'impression d'être un surhomme. Et là, on pense à Icar. Donc maintenant, ils font une lecture ouverte de l'île de Cayenne, de leur zone d'habitat, de leur espace vital. Et pour moi, c'est capital parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie sera bouleversée. Quand on vole en hélicoptère, on fait de la géographie de l'histoire, l'histoire de l'Antiquité. Et on redécouvre Cayenne, on redécouvre aussi le littoral donc, qui change d'aspect selon les années. Si le vol en hélicoptère peut paraître simple et sans aucune sensation, des images comme celle-ci, vues aussi jeunes, restent souvent gravées dans la mémoire. Chaque année, les professionnels agricoles et les particuliers profitent de la période de la Saint-Jean pour planter des arbres fruitiers, mais aussi des légumes et des racines. À cette occasion, le Centre de formation des apprentis de Lamentin a organisé une journée portes ouvertes sous le thème du jardin créole, source de vie. Les scolaires ont ainsi pu se familiariser avec le monde du jardinage. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. Donc avec la terre, la graine, l'eau et le soleil, on aura la plante. Voilà un cours plutôt atypique en cette fin d'année scolaire. 16 élèves en classe élémentaire ont appris à planter le pois d'Angoul. Dès le début de l'année, nous avons mis en place des ateliers d'activités pédagogiques pour permettre aux enfants justement de comprendre le développement d'une plante. Déjà, on est parti de la graine pour arriver jusqu'à la plante et ce qui nous permettra à l'avenir, ces enfants, d'être formés. Des astuces adaptées à leur compréhension qui leur permet de passer facilement à la pratique. Il y a des outils informatiques donc, et des supports aussi sous clé USB. On fait une petite projection animée parce que c'est pédagogique pour les enfants. Donc on leur montre comment donc la graine, en fait, l'étape de la graine à la plante. Donc, qui s'appelle la germination. Donc, on essaie de les inculquer avec tous les outils nécessaires. Ensuite, on passe en mode pratique
Donc on leur donne un pot, un petit peu de terre. On les interroge aussi pour savoir s'ils ont bien retenu. On a mis une graine, et après on a mis de la terre, et après on met de l'eau, et après on part avec, et après... Un peu plus loin, c'est un véritable jardin créole que ces mêmes élèves ont pu visiter en amont de la fête Saint-Jean. Une période propice au jardinage comme le veut la tradition. C'est l'idée même de cette manifestation. Il faut savoir qu'à la Saint-Jean, tout pousse, particulièrement les arbres fruitiers et les plantes vivrières. Donc, à savoir que ce labyrinthe représente le jardin créole revisité, en fait. Donc, avec sa case créole, ses plantes aromatiques et médicinales, l'élevage avec le cochon et le cabri. Et à côté de la case créole, nous avons le champ, où nous avons pu planter le manioc, du camanioc, quelques plantes. La journée porte ouverte se poursuit demain à Lamentin pour découvrir d'autres richesses du jardin créole. Restez avec nous. Dans un instant, nous nous intéresserons à l'importance accordée à la fête des pères. Et puis rencontre avec l'un des plus grands humoristes martiniquais, Jean-Yves Rupert, qui fête 30 ans de fou rire. Selon l'indice des tendances du moteur de recherche Google, les mots fête des mères ont été beaucoup plus tapés que les mots fête des pères sur les 3 derniers mois. D'ici quelques jours, ces derniers seront mis à l'honneur. Pourquoi donne-t-on moins d'importance à la fête des pères qu'à celle dédiée aux mamans? Linda Kayersi a cherché à savoir ce que vous en pensez. Je crois que la fête des mères a beaucoup plus d'importance que la fête des pères. Pourquoi? Bien parce que c'est une maman et la maman, c'est elle qui porte les enfants pendant 9 mois. Et elle souffre beaucoup pour élever ses enfants, alors donc il y a beaucoup d'importance. Mais j'aimerais aussi qu'un jour on décide de fêter les pères adoptifs, les beaux-pères. Parce que les beaux-pères aussi se battent beaucoup pour élever les enfants des autres. Oui, c'est la mère qui est le porteur. Mais c'est les hommes qui ont toujours fait le travail. Avec les enfants, parce que la mère était toujours à la maison. Je pense que les deux, ça équivaut. Mais c'est vrai que pour les mamans, on fait plus de fêtes, quoi. On en pense plus longtemps. Donc il y a même au niveau du commerce, il y a plein de fleurs, plein de cadeaux, plein de publicités. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que pour moi, la fête des pères aussi, quand même, il faut quand même penser un petit peu. Il y a autant d'importance. La fête des pères, la fête des mères, chacun a ses importances. Mon cadeau de fête des pères en avance. Ma femme m'a fait cadeau, un accordéon. Ça change des caisses à outils? Oui. Je suis un joueur d'accordéon et ça me fait plaisir et je commence à aimer ma femme plus encore. La femme même, comme je vous dis, en parlant de la femme, regardez-moi une belle femme qui passe. Mais il faut que je bosse beaucoup pour avoir une belle femme comme ça. Et en ce moment, c'est le chômage, il n'y a rien. Alors les femmes, elles ne veulent même pas nous regarder. Alors la fête des pères, ce n'est pas trop important pour la population. Moi, je pense que la fête des pères est aussi importante que la fête des mères. Parce que je pense que c'est l'homme qui fait que, si les enfants sont là, et aussi pour s'en occuper. Je ne pense pas que c'est moins important. Surtout que les hommes sont là, il faut que les femmes soient aussi dynamiques pour les garder et se permettre aussi d'avoir des enfants où on peut s'occuper et que tout se passe pour le mieux. Donc je souhaite bonne fête à tous les papas et aussi aux grands-pères et aux beaux-pères. Et la fête des pères est aussi l'occasion de s'interroger sur la perception qu'ont les uns et les autres de l'égalité homme-femme. Un marqueur de celle-ci, sans doute dans l'éternel débat sur les tâches ménagères. Les hommes en font-ils assez? Voici les réponses qu'a recueillies Moïse Dexter. Oh, je crois bien, dans la mesure que je pense qu'ils y font déjà. Parce que c'est son droit. Ah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais on fait déjà des tâches ménagères à la maison. Faire le lit des enfants, aider les enfants à la lecture et tout, eh bien, ça nous aide un peu. Pour moi, il faut être à l'égalité. Hein. Mais oui, la moitié.
Ils aident la maman. Bon, la maman est absente, elle n'est pas sortie du travail. S'il est sorti avant, lui, il prépare le repas. Il fait tout, hein, il sait tout faire. Hein. Ah bien sûr. Il faut aider les mères de famille. Ah, moi, j'ai toujours ma tâche. Hein. Je fais la vaisselle, je balaie, je passe à servir, je ne sais pas faire à manger et je repasse. Si la famille travaille, là, des enfants à s'en occuper, il faut absolument qu'ils comprennent. Ça dépend des pères, parce qu'il y en a des pères qui font trop, il y en a qui font rien du tout, et il y en a qui font égal. Maintenant, ça a changé. Les femmes ont le droit aussi comme les hommes, et les hommes ont le droit comme... Que l'homme et la femme, ils deviennent point égal dans les tâches ménagères, dans le travail, dans tout. Il est bien que l'un et l'autre s'aident mutuellement. Le ménage, maintenant les hommes font plus de ménage, je pense que maintenant. Cuisine aussi, à ce qui paraît, les hommes cuisinent mieux que les femmes. Donc on s'y met un peu plus. Je fais ce qu'il y a à faire, hein. J'aide ma femme. Hein. Je suis un père de famille compétent. Et à l'heure où le département traverse une vague de violence, l'association Karukera Pencak Silat Club a décidé d'initier des stages de self-défense à la gendarmerie de Petit Pérou aux Abîmes demain et dimanche en présence d'un ex-membre du RAID. Robert Patel, bonsoir. Bonsoir. Robert Paturel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ex-membre du corps d'élite recherche assistante et intervention dissuasion de la police nationale, appelé aussi le Bruce Lee du RAID, puisque vous avez été 6 fois champion de France de boxe savate et aussi champion d'Europe en 1984. Demain, vous inviterez les Guadeloupéens à découvrir la boxe de rue. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la boxe de rue, c'est un concept de self-défense. En fait, quand on parle boxe de rue, on s'imagine que c'est tout de suite que des coups de poing, des coups de pied. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a toute une partie comportementale. On apprend aux gens un petit peu à étudier le comportement des autres, à éviter les conflits. On parle beaucoup de l'évitement, en fait. On essaie d'éviter les problèmes. C'est plus facile d'éviter un problème que d'avoir à le gérer. Et puis, j'ai beaucoup de femmes, hein. On a beaucoup de femmes dans ce milieu parce qu'on leur apprend, par exemple, à comment marcher dans la rue, à quoi il faut faire attention. À partir du moment où on est abordé par quelqu'un, comment s'exprimer, ne pas perdre tous ses moyens. Donc, on parle beaucoup de la gestion du stress, de la gestion des conflits. Et ça cogne un petit peu, la boxe de rue ? Ça cogne un petit peu, bien sûr. C'est-à-dire, on met les gens en situation, des fois contre 1, contre 2, contre 3. On met les gens un petit peu en situation, on leur explique que c'est pas facile. Ils voient bien tout de suite. D'ailleurs, on leur montre, on n'invente pas des choses. On n'est pas des extraterrestres, hein, on n'invente pas des choses extraordinaires. On aborde le problème sainement, tout simplement. Comment marcher dans la rue. Robert Paturel, on regarde ensemble une démonstration. Allez. Quand le gars il donne un bon shoot, que vous le bloquez sec au niveau de la cuisse, il se met le pied dans la tête tout seul, la rotule est passée derrière, au niveau du mental, il se passe quelque chose. Il faut être très courageux pour surmonter ça. D'accord ? Là, on va travailler simplement sur un coup de pied circulaire. Et dans le timing, vous allez attaquer sa jambe d'appui. C'est-à-dire, je pars ici. Le principe, c'est donc le pied à pivoter légèrement et vous allez venir forcer au niveau du genou. Donc ça va faire ça. Ça va faire cheville, genou, ligaments croisés, la totale. Donc évidemment, vous faites attention en salle. Vous ne poussez pas sur le clou. Ce que je voudrais simplement, c'est que vous arriviez à toucher en même temps que lui il touche. Le bon timing, ce sera ça. On doit partir un petit peu après, mais on doit arriver en même temps. Robert Paturel, est-ce que c'est dangereux finalement d'apprendre la boxe de rue ? On peut vraiment blesser Disons, à partir du moment où on est dans la légitime défense, on a tous les droits. Je veux dire, à partir du moment où votre vie est en danger, la légitime défense, l'article paraît un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de choses, il contient plein de choses. Moi, j'explique les choses beaucoup plus simplement. Je dis, à partir du moment où vous sentez que votre vie est en danger, vous avez le droit de vous défendre et de frapper efficacement. Est-ce que les femmes sont davantage attirées par ce genre de cours de self-défense ou ça reste réservé aux domaine des hommes ? Non, j'ai beaucoup de femmes, on a beaucoup de femmes. J'interviens même dans des cercles de femmes, des associations de femmes battues notamment. J'interviens beaucoup dedans, quoi, en leur expliquant que c'est pas normal qu'elles se fassent battre par même un conjoint, c'est pas normal, et que voilà, un petit vent de révolte. Quand elles sortent de là, elles sont bien gonflées. Et je pense que voilà, y a plein de choses qui se font qui sont pas normales, quoi. Et une femme, elle est capable de défendre ses enfants très très violemment, et elle le fera pas pour elle. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Pourquoi est-ce que vous êtes capable d'être très violente pour défendre votre mari même, ou vos parents, ou vos enfants, et pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire pour vous ?
Alors ça, il faut remonter dans la nuit des temps, c'est parce que depuis des siècles, on leur fait croire qu'elles sont moins fortes que les hommes, ce qui est pour moi un petit peu absurde, parce qu'un petit chat de 500 grammes, quand on le prend, il vous griffe, vous le lâchez, même si vous faites 50 kilos. Voilà, donc il y a des femmes qui ne se feront jamais attaquer, qui ne se feront jamais ennuyer dans la rue. Il y a des femmes qui sont... elles portent sur elles qu'elles sont... il ne faut pas les embêter. Est-ce que la boxe de rue est considérée comme un art martial ? On peut le considérer comme un art martial, puisqu'on va parler beaucoup de soins du corps quand même, de l'éducatif, plein de choses. Vous avez pu remarquer qu'on travaille souvent en jean et en chaussures de ville, parce que dans la rue, on n'a pas le temps de s'habiller en tenue souple. Donc on fait avec les vêtements qu'on porte tout le temps. Souvent, on ne fait pas d'échauffement, parce que dans la rue, on n'a pas le temps de s'échauffer. Donc on essaye de mettre les gens dans le truc tout de suite. Et puis voilà, et ça se passe très bien, c'est pas violent, il y a une très bonne ambiance et on s'amuse bien. Vous avez été membre du RAID, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les forces de l'ordre ont les moyens aujourd'hui de se défendre au regard de ce qui se passe en France hexagonale après les attentats terroristes ? Il y a des problèmes déjà au niveau des manifs, puisque il y a un collègue policier qui expliquait l'autre jour qu'ils avaient des grenades de désencerclement. C'est-à-dire que quand ils sont vraiment coincés, comme on les a vus coincés entre deux camions et prendre des barres de fer et des pavés, pour pouvoir sortir de là, ils balancent une grenade qui a multi-éclats et qui fait que ça les désencercle. Une fois, il y a un éclat qui a touché un jeune à la tête. Depuis, on leur a interdit d'utiliser les grenades. Donc, ils se font matraquer. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a plus assez de policiers actuellement dans Paris. Quand il y a des manifs, qu'il y a la Coupe d'Europe et qu'il y a en plus les terroristes, il n'y a plus assez de policiers, quoi. Comment vous avez vécu ces événements ? Très difficilement, parce que j'ai 4 enfants qui sont tous dans la police déjà, et puis dont l'un a été au GIPN de Guadeloupe pendant 3 ans. Et difficilement, parce que moi, quand je vois mes enfants au moment de l'hypercachère, par exemple, à savoir que mes enfants sont dans le coin, c'est pas rassurant, quoi. On n'est pas tranquille. Est-ce que vous avez le sentiment, l'impression que le RAID a été mis de côté au détriment du GIPN ? Alors c'est peut-être une impression que vous avez comme ça, mais c'est possible aussi, parce qu'il y a eu des périodes de police, des périodes de gendarmerie, selon le chef d'État, selon le ministre de l'Intérieur. Mais je pense qu'il y a du travail pour tout le monde et que tout le monde sera utilisé, surtout par les jours qui arrivent. Robert Paturel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que vous serez demain et après-demain à la gendarmerie de Petit-Pérou, aux Abîmes, pour un stage de self-défense. L'opération Partir en vacances en Martinique est de retour. Hébergement, activités et découvertes durant 2 jours. 50 exposants vont tenter de séduire les locaux sur les offres touristiques de l'île. On regarde ensemble le reportage de Guillaume Bacoul et Alexandre Arsène d'ATV Martinique. La bulle est complètement fermée, il n'y a pas de souci. Vous avez votre intimité. Chaque bulle a son entrée alors. Tout à fait. S'offrir un séjour insolite et dépaysant tout en restant en Martinique. Ce matin, à l'approche des grandes vacances, les clients étaient nombreux à se masser auprès des quelques stands de l'opération Partez en vacances en Martinique, à l'affût d'une bonne affaire financière, mais surtout à la recherche d'un séjour inoubliable. Chaque année, on part en voyage. Et cette fois-ci, comme j'ai mes neveux qui viennent en vacances, ils sont de Paris, et on passe les vacances cette année en Martinique. 5 nuits minimum à 350 €, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de salons ici, salon de la croisière, salon du voyage et des vacances où on promouvoit beaucoup d'autres destinations. Et c'est vrai qu'il est intéressant de voir ce que l'on a chez nous comme activité, comme hôtel, comme restaurant, et puis surtout les concepts novateurs et qui sont atypiques. C'est intéressant de découvrir ce que l'on a chez soi. Les concepts atypiques ou novateurs étaient justement mis à l'honneur cette année pour cet exposant qui a ouvert sa société d'hébergement écologique il y a seulement 1 mois. Ce type d'opération est indispensable pour affronter sereinement la basse saison. Ça nous permettra de vraiment faire connaître notre concept aux Martiniquais, et donc pour nous c'est essentiel. La période de juillet-août, c'est une période, je ne dirais pas qu'on est en haute saison, mais effectivement on peut considérer comme une saison active et on se dirige justement vers notre clientèle locale ou même régionale, puisque c'est un concept qui pourrait intéresser aussi les Guadeloupéens ou d'autres. Il est temps qu'on prenne conscience que la Martinique, c'est vraiment une île magnifique avec des joyaux, que ce soit les sports extrêmes, la nature, tout. Il y a vraiment tout en Martinique. Le CMT espère ainsi séduire la diaspora martiniquaise ou la clientèle guadeloupéenne. Objectif,
faire au moins aussi bien que nos voisins à la même période. Il y a 2 semaines, dans ce même centre commercial, les exposants caribéens comme Sainte-Lucie affichaient déjà complet pour le mois d'août. Et il a fait rire des milliers d'Antillais, il fait rire des milliers d'Antillais depuis 30 ans. Jean-Yves Rupert a décidé de fêter ses 30 ans de carrière. Et pour l'occasion, l'humoriste martiniquais sera sur scène pour un nouveau spectacle à Matoury, en Guyane, demain soir. Jonathan Lariot l'a rencontré. Mais moi, je dis encore comment on ne peut pas tomber dans les pommes, même si on a jeun, ou pas pour tomber dans les pommes. L'année dernière, le public du Zénith de Paris accueille un comédien quelque peu différent. Jean-Yves Rupert, originaire de Martinique, transporte les Antilles aux portes d'une des plus grandes scènes de France. Ah bon? Figure emblématique du rire dans les Antilles, 30 années de spectacle, jamais de salle vide, c'est même le contraire. Jean-Yves a su créer pendant sa vie un humour bien à lui, et pour lui, faire rire est une véritable passion. Je suis authentique dans ce que je fais et vrai dans ce que je fais. Et c'est, comme je dis, c'est parce que le peuple se retrouve dans ce que je fais que ça marche. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes 24 heures sur 24 stressé. Alors si on a la possibilité de rire, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Parce que le rire, vraiment, vous avez vu quand vous êtes en train de rire, vous oubliez tout, au fait. Et vous ressortez de là un peu plus. C'est un médicament très puissant, hein, le rire. Hein. Aujourd'hui, c'est en Guyane qu'il pose ses bagages. Au Proc de Matoury, il en est à ses derniers ajustements pour un spectacle pas comme les autres. On va avoir un Jean-Yves Rupert déjanté. On va avoir un Jean-Yves Rupert qui parle de ses 30 ans de carrière, qui parle de sa vie sur scène, qui parle de ses parents. Et on va voir la fameuse Manfinotte. Vraiment, celle-là, c'est un personnage que tout le monde aime, alors je l'ai fait revenir. Amis du rire et de la grande déconnade, Jean-Yves vous donne rendez-vous ce samedi soir au Proc de Matoury à partir de 20h. Et n'oubliez pas les mouchoirs, car ça promet d'être à mourir de rire. Les autres là, plus puissants qu'une bouteille l'été. L'été a parti toute la nuit, mais les autres qui l'ouvrent, il finit. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. En raison d'une casse sur le réseau principal de Bel-Eau-Cadeau, la distribution de l'eau sera perturbée dès aujourd'hui dans plusieurs communes, notamment Goyave, Gosier, Sainte-Anne et Saint-François. Un retour à la normale est prévu demain en fin de journée. Et sinon, une autre déconvenue sur la conduite principale de Bel-Eau-Cadeau du SIAG. Plusieurs zones sont concernées, Beau-Soleil, Besson, Blanchard, Bois-de-Rose, Boivin. Un retour à la normale est prévu samedi 18 juin en fin de soirée. Et autre casse également qui concerne toujours le Gosier. Les quartiers de Barbès, Beaubanoir, Bel-Air, Bellevue, Mathurin seront concernés par des perturbations sur le réseau. Et ensuite, pour la dernière commune concernée, celle du Moule, avec les quartiers des Grands Fonds, de Matignon, de Rousseau, qui seront également concernés avec un retour à la normale prévu le samedi 18 juin en fin de soirée. Et puis, si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera samedi 18 juin aux Abîmes au Creps de 8h à 13h pour la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.